Dans une boucle de la Seine, à l'ouest de Rouen, les tours blanches de l'abbaye de Jumièges s'élèvent à près de 50 mètres. Fondée au 7e siècle par saint Philibert, il s'agit de l'un des plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de Normandie. Ce chef-d'œuvre d'architecture romane normande fut surnommé par Victor Hugo « plus belle ruine de France » après sa destruction au XIXe siècle. En 841, elle fut dévastée par les Vikings, mais les moines purent y retourner 10 ans plus tard avec la création du duché de Normandie. Au XIe siècle, l'abbatiale Notre-Dame fut reconstruite et inaugurée par Guillaume le Conquérant. Les bénédictins mauristes accomplirent de grands travaux au XVIIe et XVIIIe siècle, mais les bâtiments furent vendus à la Révolution comme bien national et servirent de carrière de pierre. Heureusement, Casimir Caumont, élu maire de Jumièges en 1851, arrêta la destruction de l'abbaye. Elle fut préservée et rénovée après son rachat en 1853 par la famille Lepel-Cointet. Durant des décennies, Désirée Rebut, veuve Lepel-Cointet, appelée Madame Éric, fut l'âme de l'abbaye de Jumièges. Belle femme au regard pénétrant, Désirée avait 18 ans lorsqu'elle épousa Éric Lepel-Cointet, agent de change. L'abbaye de Jumièges était depuis 3 ans seulement propriété du père de son époux. L'abbaye fut classée au titre des monuments historiques en 1919. Madame Éric mourut en 1931, à l'âge de 94 ans, en léguant le domaine à sa fille. En 1940, les Allemands occupèrent le logis abbatial. Finalement, l'abbaye fut acquise par l'État en 1946, puis par le département de Seine-Maritime en 2007. Agnès Sorel, que l'on surnommera Dame de beauté, est morte à Jumièges et son cœur y a été enterré. C'est au château Narbonnais de Toulouse, en 1444, que Charles VII rencontre la demoiselle d'honneur d'Isabelle de Lorraine. La France est alors en pleine guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Elle a subi la défaite à Azincourt face aux Anglais et Charles a été déshérité par son père au profit du roi d'Angleterre. Replié au sud de la Loire, il se proclame roi du royaume de France depuis Bourges et poussé par Jeanne d'Arc, se fait sacrer à Reims. Grâce à elle, il chasse les Anglais d'Orléans, mais ne poursuit pas la bataille, contrairement à la Pucelle, qui est capturée par les Anglais et brûlée vive, sans qu'il n'intervienne en sa faveur. Il est âgé de 40 ans lorsqu'il rencontre Agnès Sorel, née près de Tours en 1422, de 20 ans sa cadette, et issue d'une famille appartenant à la noblesse d'ancienne extraction. Il en tombe éperdument amoureux. C'est le coup de foudre, l'amour avec un grand A. Très renfermé et dépressif, il retrouve auprès d'elle la joie de vivre. Agnès Sorel prend très vite le rang de première dame du royaume devant la reine et tient pour la première fois en France le rôle officiel de maîtresse royale avant Diane de Poitiers, Madame de Maintenon, Madame de Montespan, Madame de Pompadour.
Qu'est-ce qu'Agnès a de plus que les autres? Elle est jeune, extrêmement belle et son physique est parfait. Elle a un front large, des yeux bleus en amande, des cheveux blonds, un teint d'albâtre, une bouche bien dessinée, une taille de guêpe. Elle n'hésite pas à choquer la cour en mettant en avant ses avantages dans des robes ouvertes devant et très décolletées. Découvrons ses tétons comme sur le célèbre portrait de Jean Fouquet et le tableau de la Vierge à l'enfant. Elle s'habille avec élégance et se maquille avec soin. Beaucoup de femmes l'admirent et veulent lui ressembler. Agnès, très créative, lance ainsi des modes comme le décolleté épaules nues, les chemises en toile fine, les colliers de perles, les vêtements en soierie d'Orient, les tenues luxueuses et féminise même la tenue des hommes. Elle contribue ainsi à la libération des mœurs après les terribles épreuves de la guerre de 100 ans. Elle est belle, mais a d'autres qualités. Elle est douce et tendre, cultivée et intelligente, mais sait garder sa place et reste modeste. Charles VII l'honore en lui accordant de somptueux cadeaux. Outre des bijoux, elle reçoit le domaine de Loches, sur les bords de l'Indre, puis le château de Beauté-sur-Marne, ce qui, dit-on, permet de la complimenter en lui disant « Vous êtes 2 fois Madame de Beauté ». Grâce à elle, Charles VII reprend confiance en lui pour diriger les affaires de la France et se porte davantage vers l'action. Agnès Sorel s'entoure d'amis influents de grande valeur venant de tous les milieux, noblesse, clergé, bourgeoisie, comme le richissime marchand et financier Jacques Coeur, devenu grand argentier du roi, Pierre de Brézé, sénéchal et comte d'Évreux, et se montre de très bons conseils auprès du roi. Elle œuvre pour le bien de la France et l'encourage dans sa lutte contre les Anglais. Charles VII met finalement fin à la guerre civile et à la guerre de 100 ans. Le petit roi de Bourges, que l'on nommait ainsi par dérision, devient ainsi Charles le Victorieux. Il régnera pendant près de 40 ans. Agnès Sorel et le fils de Charles VII, le futur Louis XI, vont former 2 clans et s'opposer violemment car le dauphin ne supporte plus de voir sa mère souffrir à cause d'elle et est en froid avec son père dont il attend le trône avec impatience. Agnès est une rivale qui a le roi pour elle toute seule et l'empêche d'approcher son père. Un jour, à la suite d'une altercation, il sort son épée pour frapper Agnès. Celle-ci court sur effigie auprès du roi qui, furieux, le bannit du royaume de France. En 7 ans, Agnès Sorel donne 3 filles à Charles VII. Elles seront légitimées sous le nom de Valois et les 2 survivantes seront plus tard mariées à de grands seigneurs, dont le fils de Pierre de Brézé. Malheureusement, une 4e grossesse s'avère fatale pour la jeune femme. Elle meurt le 9 février 1450 dans d'atroces souffrances sur la route de l'abbaye de Jumièges, où logeait le roi. Elle allait le rejoindre après un long voyage, alors qu'elle était sur le point d'accoucher, soit qu'elle voulut le prévenir d'un complot contre sa vie, soit qu'elle voulut éloigner de son amant une rivale, sa propre cousine. Charles VII, désespéré par la mort de sa maîtresse, fait inhumer son corps dans un tombeau en marbre blanc et albâtre à la collégiale Saint-Ours, à Loches, et dépose son cœur dans un mausolée en marbre noir au cœur de l'abbaye de Jumièges. Le gisant est profané à la Révolution et les restes d'Agnès sont déposés dans une urne à l'air libre que l'on replacera dans le tombeau un siècle plus tard.
Le mausolée de Jumièges a disparu, mais la dalle de marbre a été retrouvée et rendue à jour. Le bruit court qu'Agnès Sorel aurait été empoisonnée, car elle est morte très subitement, suscitait beaucoup de jalousie et avait des ennemis, mais rien n'est vraiment jamais venu le confirmer formellement. À l'occasion du déplacement de son tombeau en 2005, des analyses ont été pratiquées sur sa dépouille et ont révélé un taux de mercure extrêmement élevé, sans qu'il soit possible d'affirmer s'il était à l'origine criminelle ou dû au remède qui lui avait été administré. Elle souffrait en effet d'une infection parasitaire que l'on traitait alors couramment au vif-argent. Ce produit, mortel à haute dose, est également utilisé pour soulager les femmes enceintes. Casimir Caumont fit élever une colonne tumulaire, aujourd'hui disparue, à l'ombre d'un sol pleureur, là où reposait le cœur d'Agnès, gravé de ses vers. Agnès, c'est être objet des royales amours. Près du vieux monastère a terminé ses jours. Sur sa tombe élevée en la Sainte Chapelle, de nombreux pèlerins venaient prier pour elle. Passant, ne priez plus, l'Éternel a fait grâce, Agnès a trouvé place au séjour des élus.